Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et avant de te présenter le parcours d'une femme inspirante et exceptionnelle, j'ai un message de notre sponsor pour cet épisode. La Maïf apporte son soutien à Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Merci à elle. Si les questions relatives aux assurances te donnent des sueurs froides, pas de panique. Rendez-vous sur le site de la Maïf pour entrer en contact avec une ou un conseiller qui pourra t'expliquer plein de choses sans te coller une migraine pour la journée. En plus, la Maïf a une assurance habitation dédiée aux jeunes de moins de 30 ans qui inclut par exemple le dépannage serrurerie sans supplément. Je dis pas ça pour moi, mais quand même, c'est bien pratique. Je te mets le lien dans la description de l'épisode si tu veux en savoir plus. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité. Cette semaine, je reçois Margot Collet. Bonjour Margot. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Et on s'est connus car tu travaillais au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était quoi exactement ton poste là-bas ? Alors déjà, c'est quoi le Haut Conseil à l'égalité ? Oui. En gros, c'est une institution publique qui est chargée d'animer le débat sur les droits des femmes, faire des propositions au gouvernement, aux parlementaires, sur toutes les questions qui concernent les droits des femmes. On va revenir à toutes ces thématiques, mais d'abord, on va commencer par ton parcours et la question que je pose à toutes mes invitées. Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Alors c'est assez marrant, du coup je savais pas trop comment répondre à cette question. Du coup j'ai fait appel à celles qui me connaissent le mieux et j'ai dit à ma mère et ma grande sœur, voilà, je vais participer à un podcast. La première question c'est ça. Est-ce que vous auriez une anecdote, un truc pour que je me raccroche aux branches ? Donc ma sœur a répondu. Donc je lui ai dit, est-ce que vous auriez quelques adjectifs pour m'aider ? Ma sœur a répondu, déterminée, têtue, n'écoutez rien, rigolote, clown, joufflu. Donc tu vois un peu le tableau. Donc j'étais une petite bouboule têtue qui n'écoutait rien et qui faisait des blagues. Donc je pense que si elles le disent, c'est que c'est vrai. Mais ouais. Mais toi, dans ton souvenir, est-ce que tu te souviens avoir été le clown de classe ou la rigolote du groupe ? Non, pas franchement, mais je pense qu'après on a toutes et tous une personnalité différente en famille. C'est vrai que j'ai toujours été celle qui l'ouvre en repas de famille, qui dit qu'elle est pas d'accord, qui défend ses opinions même aujourd'hui. Et puis celle qui lance les spectacles entre cousins, qui fait plein de trucs comme ça. Mais bon, à l'école, en société, j'ai pas le sentiment d'avoir été la boute en train, la leaduse, la chef de groupe, non, pas trop. Mais bon, forte personnalité, têtue, ça, je crois, oui, toujours. Je crois qu'il y a une différence aussi entre la personnalité qu'on a et celle qu'on projette, selon l'environnement dans lequel on est. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Oui, moi je me vois pas comme quelqu'un ni têtu, ni sûr d'elle, ni déterminé, mais ça peut être l'image que je renvoie, je pense. Et voilà, et la manière dont les gens me voient, mais je pense qu'il y a toujours un décalage. Des fois, il y a des personnes qui ont pas du tout confiance en elles, qui sont pas du tout sûres de leurs opinions. Et puis, en fait, en groupe, en famille, tu vas être celle que rien n'arrête, qui est sûre d'elle, qui défend ses opinions coûte que coûte. Et ouais, il peut y avoir un vrai décalage entre ce que t'as à l'intérieur et ce qui transparaît, c'est certain. Quel souvenir tu gardes de l'école ? Est-ce que pour toi, c'était un environnement épanouissant ou une contrainte ? Est-ce que tu t'entendais bien avec les autres enfants ou tu te sentais un peu extraterrestre ? Comment tu te plaçais par rapport à tout ça ? Je pense que déjà l'école, tu peux vivre plusieurs périodes dans ta vie. En plus moi j'ai changé beaucoup d'école, donc c'est un peu une réadaptation à chaque fois. Mais bon, j'étais hyper sociable, plutôt bonne en cours. Tu déménageais beaucoup ? Ouais, je déménageais beaucoup. Souvent on me dit tes parents étaient diplomates, mais non, pas du tout. C'est les hasards de la vie, les divorces, enfin voilà, mais sans que ce soit du tout quelque chose qui m'a pesé. Donc du coup, je pense que ça t'oblige à t'adapter à chaque fois, à te faire des amis très très rapidement quand tu changes chaque année de ville. Mais non, après, je pense que tu peux avoir des périodes. L'adolescence, c'est plus compliqué. Donc non, à l'école, petite école, voilà, tout va très bien. Au collège, il y a pu avoir des moments plus difficiles, au lycée aussi, mais ça n'a jamais été une torture d'aller en cours et voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle ?
Tu sais, le fameux « quand je serai grande, je serai ». Bah, du coup, là, j'y ai repensé. Je me suis posé la question et en fait, c'était assez évident pour moi, très petite. Je disais, je vais être écrivain. Écrivain à l'époque, puisque je connaissais pas les noms de métiers au féminin. Donc, écrivaine, autrice, mais vraiment très jeune, genre 4-5 ans, très très jeune. Ah, moi aussi. Après, j'ai découvert d'autres choses et je disais écrivaine ou journaliste. Donc, je voulais écrire. Et pourquoi l'écriture ? Qu'est-ce qui t'avait fait voir ça comme, formuler une ambition pour l'écriture ? Je pense que j'aimais beaucoup raconter des histoires. J'aimais beaucoup parler. Et du coup, pour calmer un peu ça, c'est pas mal de poser par écrit avant de saouler tout le monde avec tes histoires. Mais ouais, très jeune. Je disais tout le temps, je vais être écrivaine. Puis après, je vais être écrivaine ou journaliste. Ça a duré un peu plus longtemps. Je voulais pas écrire de la fiction, mais plutôt écrire ce que je voyais autour de moi. J'étais très intéressée par les problématiques sociales, l'actualité assez jeune. Et donc, je suis passée de écrivaine à journaliste. Et puis, du coup, là, ça m'a fait marrer en relisant les questions de me dire, en fait, je pensais pas du tout, je me définis absolument pas comme une écrivaine, mais d'un point de vue extérieur, j'ai coécrit un livre. C'est fou de dire ça, mais donc j'ai fait un peu, j'ai raté ma vocation de journaliste, mais j'ai fait un peu ce que je voulais, la petite fille que j'étais à 4 ou 5 ans. Effectivement, tu as coécrit un livre qui s'appelle « Beyoncé est-elle féministe ?» Et autre question pour comprendre le féminisme. La raison pour laquelle on a décidé de faire ce podcast maintenant, c'est parce que je suis extrêmement fan de ton travail au Conseil à l'égalité et que j'avais hâte de pouvoir te lire en librairie. Mais effectivement, je voulais qu'on ait toute une discussion autour de ta découverte du féminisme et de comment... quel parcours tu fais finalement pour arriver à ça, pour arriver à intégrer ces convictions et cette sensibilité à ta carrière professionnelle. Mais du coup, je vais revenir à cette forme d'ambition. Est-ce qu'en grandissant, c'était quelque chose de naturel pour toi d'exprimer de l'ambition ? Très bonne question. L'ambition en mode monter dans la hiérarchie, non, je pense pas. Mais en tout cas, je voulais faire des choses, quoi. Très tôt, je voulais, m'engager, faire des trucs. J'ai toujours été dans plein de clubs associatifs au lycée, au collège. Donc, je voulais changer le monde, quoi. mais pas tellement. Enfin, j'appellerais pas ça de l'ambition professionnelle. En mode, je veux faire carrière, gagner beaucoup d'argent et monter en haut de la hiérarchie, avoir du pouvoir, gérer des gens. C'était pas tellement ça, mais de l'ambition en me disant, je veux que ma vie serve à quelque chose. Ça, oui, clairement. Mais j'appellerais pas ça de l'ambition professionnelle. J'ai perdu le compte du nombre de femmes que j'ai reçues dans ce podcast et qui m'ont tenu ce discours. Okay. On est toutes pareilles. Ah oui, alors j'ai pas eu Marlène Schiappa dans ce podcast, mais je l'ai interviewée par ailleurs. Et c'est ce que j'avais retenu comme titre pour l'interview, c'est « Je suis poussée par une forme d'urgence à agir ». Cécile Duflo m'a dit la même chose, Eleanor Cos m'a dit la même chose. Et donc sur des domaines très différents, où finalement le moteur de vie quelque part, de tes choix de vie, de tes inspirations, de tout ça, c'était un besoin d'agir, un besoin d'être utile. Tu te reconnais là-dedans ? Ouais, clairement. Je pense que, on pourra en reparler après, mais pour moi, le féminisme, c'est vraiment transformer une colère intérieure qui te prend aux tripes, qui te donne envie de crier, de chialer quand tu vois certaines situations qui te concernent d'abord les autres et puis toi. Et puis en fait, tu la transformes en action, en militantisme, en pédagogie pour changer les choses, retourner la table, convaincre. Et pour moi, vraiment, de mon parcours, c'est transformer une colère en quelque chose de positif pour les femmes autour de moi et pour celles qui suivront. Elle vient d'où, la colère ? Est-ce que tu te souviens de la naissance de la colère ? Alors je vais dire le contraire de ce que je viens de dire. Je pense qu'elle vient d'abord de petits trucs dans mon vécu, je pense comme beaucoup de femmes féministes, dans l'éducation d'abord. Moi, j'ai vécu longtemps avec mes grands-parents, qui sont des personnes géniales, mais pas les plus progressistes et féministes du monde. On leur en veut pas, les grands-parents, parce qu'ils ont grandi dans un monde qui n'est plus le même aujourd'hui. Je pense que j'ai une histoire similaire à la tienne de ce point de vue. Ouais, je transformerai pas ma grand-mère en féministe. Ouais, c'est trop tard. Et que dans son quotidien, elle a sans doute été féministe au concret, tu vois. Mais alors en théorie...
on est loin. Ouais, bon, on leur en veut pas, mais bon, des fois, il y a des petits trucs énervants et il y a des trucs que tu laisses plus passer au bout d'un certain temps parce que ça te heurte. Mais voilà, moi, les premiers trucs que j'ai constatés avec une lecture féministe, c'était les tâches ménagères. Oui. Et la différence entre mon cousin, typiquement, et les filles de la famille. Et le fait que, systématiquement, débarrasser la table, les filles, vous aidez à faire ça, puis plein de trucs qui infusent ton éducation, qui infusent ton enfance sur la critique de tes copines parce qu'elles se comportent comme ci, comme ça, enfin les jugements surtout. Et du coup ça m'énervait un peu, enfin je trouvais ça injuste. Est-ce que tu as eu un basculement? Parce que moi par exemple par rapport à ce que tu racontes, oui, j'ai clairement aussi la grand-mère, en plus c'est ma voisine, ma grand-mère, hein, donc on était très souvent chez elle ou elle chez nous, etc. Et oui, clairement, moi j'ai 2 frères, il y a une personne qui était sans arrêt sollicitée pour mettre, débarrasser la table, machin, etc. Moi, très peu mes frères. Et pendant très longtemps dans ma vie, je pense que j'en tirais une forme de fierté parce que ça venait, ça flattait mon côté besoin d'être utile, de me rendre utile, de rendre service. Mais il y a un moment donné où il y a eu un basculement en fait. Je suis passée de fière de rendre service à frustrée, voire en colère. Je me fais avoir. Parce que c'est le moment aussi où je capte qu'il n'y a pas de gratitude à ça. C'est-à-dire que c'est pas Clémence se rend utile, merci de ta contribution. Non, c'est normal. Hyper valorisé. Tu serais bonne à marier, quoi. Vraiment, d'accord. Tu vois, c'est bien d'aider, c'est bien. Ah, t'as fait ça, t'as anticipé que je te demande quelque chose, tu l'as fait par toi-même, donc c'est bien, t'es bien éduqué. Et du coup, donc à quel moment hyper valorisé. Ça commence à te mettre en colère, cette situation? Là, quand j'habitais avec eux au collège, du coup, tu vois des choses et puis ça commence à te saouler vraiment. Ça, je pense que ça a été un premier déterminant. Donc très tôt, 10, 11 ans, 12 ans. Et puis après, plus tard, beaucoup de rencontres qui ont fait que j'ai rencontré des filles qui lisaient des trucs féministes, qui disent, pour moi il n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, et puis en fait t'as des petits trucs, des commentaires qui font que tu commences à t'éveiller à ça. T'as des exemples concrets de moments où t'as bugué dans la vie? Je pense vraiment le lycée a été une révélation, notamment par la rencontre de certaines filles qui étaient complètement éloignées des schémas familiaux que j'avais pu avoir moi, qui avaient d'autres lectures. Et en seconde, on a monté un spectacle de théâtre qui s'appelait La femme sans tabou. Et j'anticipe d'autres questions, mais c'est pas grave, on a dit que c'était fluide comme entretien. T'inquiète pas. Et en tout cas, je le vois comme une étape déterminante de mon parcours féministe parce que donc c'était un spectacle qu'on avait monté nous-mêmes. On était 4-5 potes guidés par une amie qui s'appelle Léa, qui a beaucoup marqué mon parcours féministe et qui reprenait plein de récits. Je me rappelle plus, je voulais retrouver les autrices, mais il y avait, en fait, on alternait entre des trucs hyper durs, genre un récit à la première personne d'une scène de viol, après un espèce de cours de stretching sur l'orgasme et le plaisir féminin. Des blagues sur le sexisme, limite misandre, quoi. Plein de scénettes comme ça. Et en fait, on l'a présenté au spectacle de fin d'année du lycée. Et ça a fait un énorme scandale. Genre, mon prof d'histoire géo de l'époque, dont je ne citerai pas le nom, mais que j'aimais beaucoup, a demandé à la CPE de nous dire d'arrêter. Donc, on a été arrêtés en plein milieu, alors que ça faisait un tabac. Enfin, ça changeait, le spectacle de fin d'année du lycée, c'est les petits spectacles de danse, la chorale du lycée, machin. Et du coup, là, on avait fait un show. Moi, j'ai l'impression que c'était un truc de fou, mais ça se trouve pas du tout. Et donc, ils nous ont demandé d'arrêter en plein. Et après, ça a déclenché toute une discussion au sein du lycée, parce qu'il y a des profs qui ont publié une tribune, qui l'ont placardée dans le lycée en disant c'était hyper intéressant, c'était la création lycéenne sur un sujet du féminisme très très important. Même si à l'époque, je me disais pas féministe, mais néo-féministe, parce que je souffrais encore de l'image qu'on avait essayé de me mettre dans la tête que le féminisme, c'était pas bien. Et du coup, il y a eu tout un débat sur la liberté d'expression. Il y a des profs qui nous ont soutenus en disant on va louer une salle de théâtre et vous allez faire la partie censurée. Bref. Du coup, après, le prof qui avait demandé d'arrêter le spectacle a fait notre tribune placardée dans la salle des profs. C'était vraiment génial. Ce scandale. Et ça a créé tout un débat. Donc voilà, ça a été un moment déterminant.
C'était en seconde, je pense en 2002. Ah oui. Ouais, ça date. Ah ouais, avant-gardiste. Ouais, bon, c'était pas le Moyen-Âge non plus, je veux dire, mais en tout cas, moi, c'était une de mes découvertes, et quand j'y ai repensé, là, pour préparer l'interview, en me reprojetant sur les moments déterminants, ça en a été un, et ça a été une des premières batailles un peu assez marrantes, mais assez révélatrices. Peut-être qu'aujourd'hui, ça poserait plus du tout de problème, mais en tout cas, ça avait fait du bruit. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu racontes, c'est comment tu le percevais déjà à l'époque comme une démarche féministe, même si tu mets le mot de néo-féminisme dessus à l'époque, mais je vais y revenir. Je pense que au même âge, je pense que j'étais aussi en seconde en 2002, donc on doit avoir le même âge, mais il est clair que je n'avais pas du tout la conscience de mettre le mot féminisme ou même d'avoir une démarche militante ou même juste engagée sur ces questions quand je débat avec ma grand-mère ou quand je débat avec les mecs du lycée pour que leur comportement change. Je ne sais pas, à aucun moment je perçois l'aspect systémique des problèmes que je rencontre. Vraiment, j'en suis extrêmement loin. Et je trouve ça hyper intéressant que déjà en 2002, c'est pour ça que je dis avant-gardiste, pas à l'échelle du féminisme, mais à l'échelle de percevoir déjà que ces micro-injustices font partie d'un système plus large, ça, je trouve ça visionnaire pour le coup. Donc, c'était vraiment les débuts. Hein. Je te dis, c'était un épisode. Après, mon féminisme a dû s'endormir un peu. Il est revenu plus tard pour d'autres raisons, mais en tout cas, ça a été un épisode marquant. Alors, pourquoi à l'époque, t'appelais ça du néo-féminisme ? D'où ça venait cette réflexion ? Alors, je me rappelle très bien qu'avec mon amie de l'époque, là, avec qui on avait monté ce spectacle, on disait, non, mais nous, on n'est pas les féministes qui brûlent leur soutien-gorge sur les barricades, tu vois. On est du féminisme moderne, voilà, on s'est concilié la société d'aujourd'hui avec notre envie de valoriser les femmes. C'était un peu ça notre discours à l'époque. Je dirais pas qu'on avait une lecture des inégalités et des violences de manière systémique, mais en tout cas, il y avait un truc sur... il y a un truc à valoriser, les femmes sont dévalorisées. Déjà, on a dit la femme sans tabou, tu vois. Aujourd'hui, je monterai jamais un spectacle sur la femme en tant qu'être essence féminine, etc. Mais ouais, enfin, je pense qu'en 2002, on parlait pas du tout du féminisme. Je pouvais pas te citer une personne féministe que j'avais pu entendre dans les médias. C'était vraiment... C'était avant Oser le féminisme. Alors moi, je pouvais, il y avait Isabelle Alonso chez Ruquier. On a tout essayé, je crois. Mais c'était effectivement le cliché de la féministe dont tu voulais te démarquer. Ouais. Moi, je ne serais pas agressive. Je ne veux pas être dans cette agressivité. C'est ça. Elles sont chiantes, elles sont reloues. Ouais. J'aime beaucoup Isabelle Alonso. Enfin, maintenant, je le relis, je la vois et je l'écoute avec la lecture que j'ai aujourd'hui. En fait, elle s'est fait taper dessus pendant des années. Mais oui, je pense qu'à l'époque, je pensais la même chose que toi. Et on avait peu d'images, de figures féministes auxquelles nous identifier, et puis tout était fait pour qu'on n'ait pas envie de s'identifier au mouvement féministe. Message personnel, Isabelle Alonso, si tu nous écoutes, j'aimerais beaucoup te recevoir dans ce podcast, à la fois pour m'excuser de t'avoir mal jugé quand j'étais jeune, mais aussi parce que je pense que ton parcours serait hyper intéressant à écouter. Et donc je reviens à ce néo-féminisme. À quel moment tu te rends compte que ta définition du néo-féminisme, c'est celle du féminisme ? Alors là, je dirais pas un moment en particulier, mais bon, après, toujours dans mes études, au lycée déjà, je me suis beaucoup intéressée à la question des inégalités sociales. J'ai découvert la sociologie, la science politique, révélation, un peu par hasard. Tu faisais ES ? Ouais, j'ai fait ES par accident, parce que comme je voulais être écrivaine, j'étais partie sur L, je savais même pas ce que ça voulait dire ES. Je pense que les sciences économiques et sociales devraient être obligatoires dès la 6e, et que c'est la meilleure manière de prendre conscience de toutes les inégalités sociales, racistes, liées au sexe. Enfin, vraiment, je pense que le prof qui m'a dit un jour, où je lui ai dit, en fait, je suis inscrite en option ES, mais c'est une erreur, je vais me désinscrire. Elle m'a dit, assieds-toi là pendant 2 heures, et puis on en reparle à la fin du cours. Et je suis venue le voir à la fin du cours, et je lui ai dit, en fait, je vais rester, puis je pense que je vais faire ça toute ma vie. Et j'avais découvert la sociologie, il nous avait parlé de... Donc, par hasard, tu fais ES par hasard? Par hasard. Je fais
option ES par hasard en seconde. Et là, c'était un prof, s'il nous écoute, qui s'appelait Mohamed Bouroufala, que j'aimerais beaucoup retrouver pour le remercier d'avoir changé ma vie et de m'avoir ouvert les yeux sur plein de choses. Mais du coup, il nous parlait des guignols de l'info, il nous a parlé de Baudelot et Establet, qui ont écrit un bouquin, c'est des sociologues, qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Allez les filles, qui explique pourquoi les filles réussissent mieux à l'école, à tous les niveaux, mais se retrouvent dans des filières peu valorisées socialement, économiquement, enfin à tous les points de vue, enfin qui expliquait les inégalités filles-garçons à l'école. Et voilà. Et parmi toutes les formes d'inégalités qu'explique la sociologie, les inégalités filles-garçons ont fait partie de cette révélation à ce moment-là au lycée aussi. Donc je pense que ça a contribué à m'ouvrir les yeux. Enfin vraiment c'est un coup de, je sais pas si on peut dire un coup de poing ou quelque chose de positif, mais en tout cas une révélation. Et du coup, dans les questions que tu as choisies, tu m'as mis la première fois que tu t'es fait confiance, et à propos du coup de ton choix d'orientation. Ça c'est un peu plus tard du coup, puisque je me destinais au journalisme, à parler de plein de sujets de société, et en fait je me suis rendu compte assez rapidement dans tous les stages que j'ai pu faire, plus ou moins intéressants, plus ou moins merdiques dans le journalisme, que j'écrivais beaucoup sur les femmes en fait, j'ai travaillé au Chili, je suis tombée au moment où il y avait une grosse mobilisation féministe parce que donc c'était à l'époque, c'était Michelle Bachelet qui avait légalisé la pilule du lendemain, révolution que toutes les femmes pouvaient obtenir sur ordonnance en pharmacie, donc gratuitement. Ça plaisait pas à tout le monde et le tribunal constitutionnel avait fait tomber en fait cette mesure-là. Donc j'ai découvert le mouvement féministe au Chili avec des grosses problématiques d'inégalité sociale, puisque comme aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Amérique latine, les femmes riches peuvent avoir accès à l'avortement en payant, les femmes pauvres meurent ou ont des enfants non souhaités. Et du coup, voilà, j'écrivais beaucoup sur des problématiques féministes, à Libération, et je savais pas du tout que le féminisme, l'intérêt pour les questions des droits des femmes pouvait être un truc à plein temps, en fait. Et je crois que la première fois où je me suis fait confiance, c'est parce que je me suis dit, en fait, je vais reprendre des études. Les droits des femmes, ça peut être justement ce que je voulais là, cette urgence d'agir. Et je vais bosser là-dedans. Et je vais en faire pas juste un truc qui occupe mes lectures dans les journaux ou dans les bouquins, mais je vais travailler là-dedans. T'avais quel âge quand tu prends ces décisions ? J'avais 24 ans, 23 ans. C'est intéressant parce que dans ton parcours, j'ai l'impression que t'as jamais hésité à formuler des ambitions, à te laisser conduire par l'action. Et finalement, quand je te demande la première fois que tu t'es fait confiance, ça arrive très tard. Comment t'expliques ce décalage ? Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir un décalage entre ce qu'on ressent nous-mêmes et ce que perçoivent les autres, dont toi. Est-ce que le fait de te faire vraiment confiance aussi tard, est-ce que tu as le sentiment que ça t'a coûté quelque chose, tu vois ? Est-ce que tu as le sentiment, en rétrospectivement, qu'il y a plein de moments dans ta vie où t'aurais pu, mais t'as pas osé ? Ah oui, clairement. Je pense que ma vie aurait été différente si j'avais découvert le féminisme plus tôt. Je l'ai déjà connu jeune, en fait. Ouais, mais en fait, si toutes les filles et les femmes découvraient le féminisme et pouvaient décrypter le monde sexiste dans lequel elles vivent beaucoup plus tôt, on éviterait beaucoup d'embûches, beaucoup de déceptions, beaucoup de violence, beaucoup de la colère dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'on perd énormément de temps à se poser des questions, à culpabiliser pour plein de trucs, à s'énerver pour les situations qu'on voit dans la rue autour de nous, et que oui, on perd beaucoup d'énergie et de temps dans notre vie à découvrir le féminisme si tard. Après, c'est aussi beaucoup d'énergie et de temps d'être féministe, mais en tout cas, j'aurais aimé le découvrir beaucoup, beaucoup plus jeune. Tu dis que tu aurais aimé découvrir le féminisme plus jeune. Est-ce que tu as en mémoire des moments précis où, si t'avais le savoir que tu as aujourd'hui et la confiance que tu as aujourd'hui, tu aurais pris un chemin différent ? Ou c'est plutôt, j'aurais juste moins galéré à faire le même parcours ? Je trouve qu'il y a une vraie différence entre t'aurais eu la vie plus facile et t'aurais pas eu la même vie. Et je pense pas que ça aurait été un changement déterminant dans ma vie, dans mes choix de vie. Enfin, je regrette pas du tout d'avoir tenté l'expérience journalistique. J'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps, en fait. Ça m'a beaucoup intéressée. Je pense que juste le milieu était pas fait pour moi et j'étais pas. Moi, je suis pas
je vais plutôt choisir les choix faciles en fait. Je suis pas du tout une bûcheuse en cours. J'ai pas du tout envie de galérer pendant 2 ans, de faire des sacrifices et bosser. Enfin voilà, tous les journalistes passent par des étapes plus ou moins de galère et puis pour espérer quelque chose de mieux et de faire vraiment ce qui les intéresse. Moi en fait, je vais changer de voie. C'est un peu facile de le dire comme ça, mais je suis pas trop une bûcheuse. Je comprends. Je te pose la question parce que quand j'ai découvert le féminisme et que j'ai compris toutes les petites injustices que j'avais subies ou auxquelles j'avais été confrontée ou témoin, j'ai eu évidemment cette énorme vague de colère que beaucoup de militantes féministes connaissent et comprendront. Et j'ai eu, pendant cette période de colère, ce qui l'alimentait, c'était aussi l'idée que mais à côté de quoi je suis passée ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ? Qu'est-ce que ma vie aurait été si dès le départ j'avais eu les armes pour affronter le sexisme ordinaire, ou tout simplement, encore mieux, si j'étais pas née dans ce monde-là. Si j'étais vraiment née dans le monde qu'on m'avait vendu au départ, à savoir un monde dans lequel mes frères et moi on avait les mêmes droits, les mêmes opportunités, pas de différence en raison de notre genre. Et finalement, quand je suis sortie de la colère et que je me suis un peu calmée, non pas que mon engagement s'est terni, pas du tout, mais juste que la colère suscitée par l'injustice, elle, s'est un peu calmée. Là, à ce moment-là, je me rends compte que ma vie n'aurait pas été si différente. J'aurais sans doute fait les mêmes choix, j'aurais sans doute fait les mêmes erreurs. Simplement, j'aurais un peu moins souffert, j'aurais un peu moins galéré. Ouais, j'aurais quand même beaucoup moins galéré. Et oui, j'aurais eu des meilleures opportunités. Elles n'auraient pas été fondamentalement différentes, elles auraient été juste un peu plus faciles à avoir. Moi, j'ai l'impression d'avoir dû, là où les autres courent un 100 mètres, moi je cours un 100 mètres haie. Donc je vais lever les genoux un peu plus haut et c'est fatigant. Et du coup, quand tu te prends une haie, t'as l'impression que c'est un échec. Et tu regardes dans le couloir à côté et le mec qui court la même distance que toi, il n'a pas eu cette expérience-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. C'est certain que quand on est une femme, et encore nous on fait partie des femmes plutôt privilégiées par la vie, on a fait des études supérieures, on est blanche, enfin il n'y a pas photo, on a une haie peut-être un peu plus petite que d'autres femmes. Moi, je pense qu'on n'a pas les mêmes haies, en fait. C'est juste que chacun dans son couloir a des haies différentes. Et si tu prends toute chose égale par ailleurs, comme on dit en économie, la même personne née dans le même village que moi, qui va dans le même lycée, etc., mais elle est noire et je suis blanche, ouais, on n'a pas le même... Elle a des haies différentes des miennes. Mais après, ouais, ça dépend où t'es née. Elle les a plus rapprochées peut-être aussi. Ouais, sans doute. Mais c'est exactement ça. T'as juste un parcours différent. Et oui, plus t'as des caractéristiques qui sont des facteurs de discrimination dans la société, et plus tu vas avoir de haies sur ton couloir de 100 mètres. Oui. Après, clairement, comme tu le disais, je pense que par rapport à des mecs qui ont à peu près le même parcours que nous, c'est sûr qu'on se pose des questions qui se posent pas, on se pose des questions de légitimité, d'estime de soi, enfin... Moi, je pense qu'un des trucs qui m'a le plus impacté de la société sexiste, c'est le rapport que j'ai eu adolescente à mon corps. Et vraiment, le temps que j'ai passé à être obnubilée par ça, par le regard des autres, je pense que c'est un des premiers trucs en tant que femme, c'est en fait distinguer ton corps de ton esprit et je pense que le patriarcat, en fait, nous met dans la tête l'idée que le corps n'est qu'une enveloppe que tu coupes en petits morceaux, qui n'est pas vraiment toi, qui ne te correspond pas, qui est là pour être scruté, jugé en permanence. Et du coup, pour beaucoup de petites filles et d'adolescentes, je pense que ce corps devient un poids... parce que la perfection est inatteignable et que on demande aux femmes d'être parfaites physiquement. Enfin, tout est fait dans la société sexiste pour qu'on soit toujours insatisfaite et qu'on perd énormément d'intelligence, d'énergie et de temps à consacrer à vouloir plaire et je pense que le féminisme te permet aussi de prendre conscience de ça, en fait, que toi, tu es dans le cas de plein d'autres femmes à perdre toute cette énergie pour plaire aux autres, aux hommes en particulier, et qu'à partir du moment où tu commences à t'accepter un peu, tu vas pouvoir consacrer l'énergie à autre chose, à lutter contre le sexisme, à militer, à parler à d'autres femmes, et voilà, ça, c'est pour moi, c'est un des grands regrets, un des trucs qui m'ont pourri ma jeunesse. Et maintenant, je me dis, mais je veux plus que d'autres petites filles, d'autres adolescentes se détestent à ce point-là.
La lutte contre le sexisme, elle contribue aussi à ça, à s'accepter et puis à penser avec sa tête et non pas en étant centré sur son apparence. Ça, c'est clairement une paire de haies que j'aurais voulu avoir en moins sur mon parcours, exactement pour toutes les raisons que tu viens de numérer. Et je pense que la phrase qui m'a fait percuter à quel point on vit dans des mondes différents, globalement, les hommes et les femmes, je généralise un peu, mais c'est la fameuse phrase de Sarkozy, j'y pense le matin en me rasant, je pense à devenir président de la République le matin en me rasant, et en fait, tu projettes tout ce à quoi une femme va penser le matin devant sa salle de bain. C'est pas son ambition. L'ambition professionnelle n'est pas le premier truc. C'est est-ce que mon épilation de sourcils tient encore la route quand je me maquille aujourd'hui et ce grain de beauté et est-ce que je me suis fait la moustache enfin la taille de soutien-gorge, comment tu t'habilles, tellement de toute cette futilité que tu viens de résumer passe avant. Je vais devenir la prochaine présidente de la République. Il y a cette perte de temps à un niveau personnel, le temps qu'on a perdu, toi et moi, qu'on aurait pu passer à écrire des bouquins, à aller parler à des femmes, à intervenir à l'école pour que d'autres filles ne se posent pas ces questions-là. Et puis, il y a le temps perdu collectivement. J'avais entendu un jour Caroline Dehaze qui citait Claire Fégreux, qui est une youtubeuse qui fait de l'humour, entre autres. Et elle disait, si tout le temps passé par les femmes à s'épiler, si les femmes n'avaient pas perdu tout ce temps à s'épiler, on aurait certainement découvert une nouvelle planète. Et c'est vrai que quand ils pensent, tout le temps passé à ces conneries, à s'épiler, je veux dire, si tu suis tout ce qu'on doit faire, c'est un mi-temps, quoi. Tu vois, si vraiment, déjà c'est un mi-temps, c'est un SMIC, de faire ton gommage 3 fois par semaine, ton épilation, ta pédicure, j'ose même pas le dire parce que vraiment c'est une perte de temps incroyable. Et c'est aussi une perte d'intelligence collective, de perte passée à changer le monde pour le rendre en mieux pour des conneries, quoi. C'est faire gagner du temps qui t'a motivé à écrire un livre, un manuel de féminisme, on va dire, pour les jeunes. C'est faire gagner du temps et éviter pas du temps pour moi, c'est faire gagner du temps plutôt à celles qui sont plus jeunes aujourd'hui ou qui n'ont pas forcément le même cheminement féministe que toi ou moi. Je pense que le féminisme, c'est un cheminement, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie et que on avance toutes à notre vitesse. Et surtout, il faut pas se juger entre nous parce qu'elle a utilisé tel mot, elle dit la femme, elle dit je sais pas quoi. Non, il faut expliquer et accompagner le cheminement de toutes les femmes. Ouais, je pense que vraiment on l'a pensé en se disant qu'est-ce qu'on aurait aimé lire à 14, 15 ans, 16 ans qui aurait pu nous faire, ce que tu disais, changer un peu notre vie, éviter quelques regrets et sentir plus libre et plus épanouie, plus ambitieuse, tout ce qu'on disait jusqu'à présent. Tu mentionnes le fait de ne pas se tirer dans les pattes entre féministes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu pendant ton expérience au Conseil à l'égalité ? Est-ce que depuis cette position un peu privilégiée où tu es en contact avec plein d'actrices des mouvements féministes en général, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de conflits ? Je précise ma question. De l'extérieur, je pense que plein de gens se disent les féministes ne sont pas d'accord entre elles. Donc d'abord faites le ménage chez vous et ensuite clairement. Voilà. Et moi de l'intérieur, j'ai plus l'impression qu'on est vraiment toutes d'accord sur l'objectif et on a des divergences de détails quelque part, pas des divergences fondamentales. Il y a quelques débats qui divisent le féminisme autour de la prostitution notamment, mais la prostitution c'est justement pas un débat central du mouvement féministe. Donc toi, de ton expérience au Conseil à l'égalité, quelle est ta perspective sur ces questions ? Déjà, je pense que le féminisme, c'est un mouvement politique, et comme tout mouvement politique, allons voir dans le socialisme, dans le marxisme, dans tout mouvement de pensée, il y a des tendances, il y a des discussions, et en fait, si le féminisme était, il y a telle manière de penser, et puis on pense toutes pareil, ça serait pas très intéressant, pas très constructif, et en fait, il faut évoluer avec les tendances, les enjeux actuels, donc c'est complètement normal et sain qu'il y ait des désaccords au sein d'un mouvement politique. Militants, progressistes, c'est tout à fait normal. Après, je pense que les divisions, elles n'existent pas qu'entre féministes, mais aussi entre femmes, à la base. Et si c'est particulièrement exacerbé entre féministes, c'est parce que c'est
diviser pour mieux régner. Enfin, on connaît bien le truc. Généralement, quand on est féministe et qu'on est interrogé en soirée, dans les médias, on va tout le temps nous demander qu'est-ce que vous pensez de telle personne. Alors, du coup, t'es une fémène, tu penses comme les fémènes. Donc, c'est une très bonne stratégie d'encourager les femmes et les féministes en particulier à se tirer dans les pattes les unes des autres. Je pense que j'ai moins ressenti cette division au Conseil à l'égalité parce que justement il y a des personnes assez différentes quand même en son sein, même si je vais pas du tout dire que ça représente tous les courants féministes, loin de là. C'est pas son objectif de toute façon. Non, c'est pas son objectif. Et ça, il y a pas toutes les associations et tous les courants féministes représentés au sein du Haut Conseil. Mais je l'ai plutôt vécu dans le militantisme associatif où je trouve qu'il peut y avoir un manque de bienveillance et de sororité qui est le plus douloureux quand t'es féministe. En fait, quand tu te fais attaquer par des fachos, par des réacs intégristes qui vont te dire que tu es le diable parce que tu encourages les femmes ou tu soutiens les femmes qui ont recours à l'avortement et donc tu es génocidaire. Enfin, je veux dire, ça me fait pas mal, ça me renforce parce qu'en fait, tu sais contre qui tu te bats. Je pense qu'on est toutes passées par là. Oui. Tout combat politique, tu es renforcé par tes opposants parce que tu dis, ah, effectivement, je défends pas le même type de société que ce mec-là, donc je vais lutter encore plus pour que ce mec-là n'ait pas de pouvoir et qu'il ne gagne pas la bataille des idées vis-à-vis de l'opinion publique. Pour que ton modèle de société l'emporte sur l'autre modèle de société dans lequel les femmes n'auraient que très peu de droits. Voilà, c'est ça, clairement. Après, il y a des attaques qui viennent de féministes et ça... Oui, j'en ai déjà vécu. Enfin, je pense que que ce soit sur les réseaux sociaux, en débat, je pense qu'on peut débattre des idées. Ce qui est pour moi difficile à accepter, c'est de l'insulte, des raccourcis de pensée, des attaques frontales qui entravent le débat en fait et qui en plus font mal et en fait on est militante, on est moi ça a été ma profession mais c'est aussi une activité bénévole que tu fais les soirs, les week-ends au détriment de ta vie personnelle et de plein d'autres trucs que tu pourrais faire comme partir en week-end avec tes potes. Du coup on n'est pas là pour se faire du mal en fait, on n'est pas là pour en prendre plein la tête et même si on défend, comme tu dis, les mêmes objectifs, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, on n'est pas là pour se faire du mal, quoi. Et du coup, j'ai envie de me prendre la tête avec des machos et des fachos, pas avec des femmes qui défendent le même objectif politique que moi. Je t'écoute et ça m'inspire une réflexion que j'avais sans doute j'avais jamais vu ça aussi clairement, mais j'ai la sensation que beaucoup de femmes en politique n'y sont pas par ego. Il y en a forcément, hein, bien sûr, encore une fois je généralise, mais bon, beaucoup de femmes en politique, y compris donc dans le féminisme, ils sont par envie d'agir, d'être utile, de contribuer. Et donc plutôt poussées par la conviction que par l'ambition, dans le sens de carrière, avancement personnel, quoi. Et c'est pas la culture du milieu politique. La culture du milieu politique, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont aussi, et c'est pas une critique quand je dis ça, hein, mais boostés par leur ego. Et je pense d'ailleurs, c'était d'autant moins une critique que je pense que c'est nécessaire pour s'épanouir dans ce milieu, parce qu'effectivement, quand tu vas à une tribune faire un discours, tu vas en prendre plein la gueule. Et si en plus t'as pas cette carapace que tu te fais, tu vas pas te nourrir ton ego des applaudissements ou de tous les gens qui sont d'accord avec toi, ça protège aussi par ailleurs ton ego de tous les gens qui vont t'attaquer personnellement, etc. Et j'ai vu beaucoup de femmes, je pense, ne pas être dans cette démarche-là, donc ne pas prendre en victoire personnelle quand les gens sont d'accord avec toi et te soutiennent, machin et tout, mais du coup, prendre d'autant plus personnellement les attaques qui en plus sont dirigées personnellement contre toi. Et effectivement, c'est un jeu dans lequel j'ai aucune envie de m'engager, parce que non, si je fais de la politique, je vais pas y aller par ego parce que j'ai envie d'avoir Clémence Bodoc 2022 en bannière. Mais néanmoins, si je fais pas cette démarche, je m'expose clairement à des souffrances non sollicité, clairement non sollicité. Je sais pas si tu te reconnais un peu dans... Complètement. C'est pour ça que je pense que
le féminisme, c'est aussi s'exposer. Bon, déjà, c'est dur. On en parlait tout à l'heure avec ta famille, avec tes potes. Des fois, t'en as un peu marre, quoi. Tu te dis, bon, là, lui, il a sorti une connerie sexiste. Est-ce que je laisse passer ou est-ce que je laisse pas passer? Mais du coup, ça veut dire que je vais un peu pourrir ma soirée et que du coup, je vais passer pour la relou. Donc, c'est fatigant, voilà, en société de manière générale. C'est fatigant quand t'es exposé et que des fois c'est hyper kiffant et des fois tu vas en prendre plein la tête, mais c'est aussi quand même, enfin disons-le, une super rencontre avec plein de femmes et du coup des femmes tu te dis mais en fait on était toutes chacune chez nous à nous énerver contre nos parents sexistes ou notre pote complètement macho et puis en fait on est d'accord entre nous et on va essayer de changer les choses ensemble. Donc du coup quand tu pèses le bénéfice-risque, quand même, tu fais des rencontres de fous. Et moi, pas une seconde, je regrette de m'être engagée dans ce monde-là et dans ce mouvement-là, parce que j'ai rencontré des femmes géniales. Tu découvres une autre manière. Quand on a toujours appris à se détester entre femmes, et qu'en fait, t'apprends la sororité, la bienveillance, le fait de se pardonner à soi-même, et que des femmes qui te poussent à avoir confiance en toi, à y aller, qui valorisent tes côtés positifs, etc. Et surtout, comprendre cette capacité d'agir collective qu'on a. Bon, clairement, tu vois, je signe, je regarde pas une seconde, quoi. J'ai gagné énormément par rapport aux quelques trucs que tu peux prendre dans la tête. Enfin, tu me posais la question, j'en parle, mais sinon, c'est pas du tout déterminant dans ce que je retiendrai de, je sais pas combien d'années passées à militer dans le monde féministe. Oui, je trouve que la découverte de la sororité, c'est la sortie de la solitude que personnellement je découvre quand je comprends le féminisme, le sexisme et que j'ai cette révélation de ok, le monde n'est pas ce qu'on m'avait vendu et toutes ces difficultés je les ai pas méritées, pas voulues et pourquoi c'est injuste. Cette injustice, je trouve elle m'a plongée dans un grand sentiment de solitude et je suis tellement d'accord avec toi, c'est la découverte que t'es pas seule t'es pas seule à vivre ça et qu'une piste de sortie en attendant qu'on renverse le patriarcat, ça va venir. Un peu de patience. En attendant qu'on renverse le patriarcat, la sororité, c'est quand même l'action finalement la plus simple et la plus évidente et la plus gratifiante. Déjà, c'est un super moyen de survie, en gros, de survivre en eau trouble. Et tu te dis, au moins, il m'est arrivé tel truc aujourd'hui, mais après ce soir, je taillerai sur lui avec mes copines féministes et puis ça va pas se passer comme ça. Et puis en plus, c'est un moyen d'agir. Enfin, quand même, on gagne des trucs, tu vois. Enfin, on avance, on voit qu'on avance. Rien que sur le mot féminisme, on avance. Sur le nombre de femmes très jeunes qui sont réceptives, sensibilisées, hyper calées, hyper motivées sur les questions féministes. Je pense qu'on avance beaucoup trop longtemps. Enfin, il manque comment transcrire en action justement cette mobilisation, le fait qu'on ait quand même répandu les questions féministes, ça manque maintenant d'action, notamment des pouvoirs publics, mais moi je trouve qu'on avance. Juste un point, on est d'accord que sororité, ça veut pas dire être absolument d'accord entre femmes et ne jamais se critiquer. Non, ça veut dire c'est pas le monde des bisounours, pouvoir le faire, de femmes, mais toujours avec bienveillance, ne pas perdre de vue qu'on est d'abord dans la même équipe. Globalement, tous les êtres humains, on est d'abord dans la même équipe, mais spécialement entre femmes, puisqu'on nous a plutôt éduqués à être en compétition les unes contre les autres, de retrouver de renverser ce cadre et de se dire qu'on est d'abord dans la même équipe et qu'ensuite, comme dans une équipe, je veux dire, tu perds le match, on s'explique, mais on s'insulte pas et on se divise pas parce que va falloir retourner sur le terrain quand même. À propos de ça avance, de ce qui avance, je voulais te demander comment tu avais vécu l'affaire Weinstein et la vague MeToo. Encore une fois, à ce moment-là, tu travailles au Conseil à l'égalité et ton job, c'est de faire en sorte que les pouvoirs publics prennent des décisions pour améliorer la condition des femmes, notamment en France. Comment tu as vécu cette période-là ? Avant tout, dans un premier temps, de manière très positive. On a beaucoup parlé de la libération de la parole. Moi, j'aime pas du tout cette expression-là. D'ailleurs, je pense que les messages féministes sont un peu passés sur le fait de dire c'est clairement une libération de l'écoute, parce que quand tu regardes les récits des femmes, les très nombreuses femmes qui ont témoigné, elles en avaient toutes parlé à quelqu'un. Enfin, je veux dire, clairement, tout le monde disait, mais tout le monde savait. Donc, c'est pas... On a beaucoup dit, les femmes parlent enfin, ça y est, elles parlent. Vous écoutez enfin. C'est nous qui avons ouvert les oreilles, la société qui a ouvert les oreilles, les médias qui ont ouvert les oreilles, parce que le bruit devenait
n'était plus un murmure, mais devenait de plus en plus assourdissant. Et je pense qu'il y a un moment où tu peux plus te boucher les oreilles. Donc déjà, comme une formidable ouverture de nos oreilles. Et puis aussi, on parlait de sororité, un formidable sentiment de je te crois, moi aussi il m'est arrivé ça. Et donc quand tu lisais les messages des femmes, en fait souvent c'était déclenché par une femme qui prenait la parole dans tel secteur, dans la télévision, dans le cinéma, dans la presse, ça faisait une réaction en chaîne, parce qu'une fois qu'une femme parle et qu'elle est soutenue, il y en a forcément plein d'autres derrière. Donc je pense que ça a été une manifestation de sororité pour le coup assez impressionnante. Je pense qu'on a évolué aussi dans le traitement médiatique de la parole des femmes, même s'il y a eu des traitements vraiment incompréhensibles, inacceptables, de remise en doute systématique de la parole des femmes. Mais quand même, il s'est passé quelque chose dans les médias qui ont fait plusieurs unes sur l'ampleur des violences sexuelles et sexistes. C'est un changement d'ailleurs que je pense qu'il s'observe depuis quelques années sur la question des féminicides, des violences, où il y a un peu une bascule, notamment parce qu'il y a des femmes journalistes comme Prenons la Une qui travaillent sur ces questions-là et qui font leur propre cheminement et leur propre bout de travail dans leur secteur. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on est bientôt à 1 an de l'affaire Weinstein, qu'on peut en tirer un peu... Voilà, beaucoup de femmes ont parlé, etc. Qu'est-ce que ça a eu comme suite ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière de recevoir les plaintes, de les accompagner, et des moyens qui sont mis à disposition des associations pour répondre à cet afflux de plaintes ? Je pense que c'est plutôt un constat d'échec. On a dit c'est super, les femmes parlent. On leur a dit appelez les numéros, elles ont appelé. On leur a dit portez plainte, elles ont porté plainte. Et les numéros, ils sont saturés parce qu'ils sont déjà gérés par des associations complètement à bout de souffle, que ce soit viol, femmes information, la VFT, le 3919. Contre les violences faites... La VFT, c'est l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Oui. Donc il y a eu beaucoup d'appels qui concernaient le harcèlement sexuel, beaucoup des témoignages concernaient du harcèlement sexuel ou des violences sexuelles au travail. Donc, il y a eu toute une soirée sur France 2 sur ce thème-là. Il y avait donc à partir du moment où tu avais fait de la sensibilisation grand public, parce que à la fois un téléfilm sur le sujet, un plateau de débat, une simulation qui était animée par Guillaume Meurice pour comprendre ce que c'était. Et effectivement, derrière, ça déclenchait une prise de conscience chez plein de femmes qui avaient vécu ces événements. Les associations le disent, dès qu'il y a une affaire médiatique, c'est quelques jours plus tard, plus 10%, 30% d'appels à leur standard. C'était déjà le cas avec l'affaire dite Baupin, de harcèlement sexuel en politique. Donc on pouvait se dire à l'époque, c'était quand même un milieu particulier qui concernait des femmes assez connues, engagées, etc. C'était pas comme MeToo, par exemple, qui concernait des femmes beaucoup plus largement, mais déjà suite à l'affaire Baupin, il y avait eu une explosion des appels au numéro 3919, viol, femmes information, la VFT, qui avait déjà dit en fait on a besoin de plus de moyens. Donc je pense que de l'affaire Weinstein, moi j'en retire un côté positif, ça a permis de faire parler des violences, de l'ampleur, de commencer à percevoir un peu je sais pas comment on dit, le dessous de l'iceberg. Cette question à la une, oui. Vraiment. Pour le coup, ma grande peur, c'était qu'au bout de 48 heures ou 2 semaines, le cycle médiatique s'essouffle et on passe à la suite, et c'est pas retombé. C'est toujours à la une. C'est toujours à la une, mais avec là, pour moi, on est à une période charnière où on peut avoir ce qu'on appelle un backlash, un retour en arrière. Souvent, c'est ça, les questions féministes, c'est voilà, vous en avez trop parlé, vous nous avez saoulés, maintenant on va remettre en question tout. En fait, il suffit qu'il y ait une femme dont on dit qu'elle a menti ou que sa plainte n'était pas fondée ou je ne sais pas quoi, puis ça remet en question toutes les plaintes. Les féministes plus âgées que moi ont connu ça et elles le disent à chaque fois. On a l'impression qu'il y a une avancée dans l'opinion publique et puis après retour en arrière. Il faut tenir les positions quand on avance, parce que là on est dans une stratégie de bataille des idées où on a un moment charnière où justement il faut être plus unis que jamais dans le mouvement féministe pour continuer à avancer et pas se dire on en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais là il faut qu'on continue à avancer, sinon on risque d'affronter un retour en arrière. Ça me fait du bien ce que tu dis, parce que j'ai ma grande peur à moi en ce moment, c'est qu'on pense que c'est acquis, que ce qu'on a fait c'est acquis. La contraception, le droit à l'avortement, évidemment c'est acquis, et toutes les positions qu'on a gagnées ces dernières années, c'est acquis.
Et c'est exactement ce que tu dis, c'est pas acquis. Faut déjà défendre l'acquis pour pouvoir continuer à avancer. Et si on commence à se dire ok, tout ça c'est réglé, maintenant on passe au black sexiste dans les vidéos YouTube, je dis pas qu'il faut pas s'en préoccuper, je dis juste faut pas lâcher faut pas lâcher les positions acquises. Oui, c'est ma grande peur du moment. Je reviens sur l'efficacité de l'action publique, on va dire. Est-ce que tu penses que le décalage qu'il y a entre la prise de conscience dans les médias, la prise de conscience dans la société et l'action publique, c'est pas tout simplement le temps beaucoup plus long de l'action publique? Et je vais prendre comme exemple juin 2016, le Haut Conseil à l'égalité publie un rapport sur l'éducation à la sexualité en France que j'ai relayé sur Mademoiselle, et j'avais intitulé mon article à quand une véritable éducation sexuelle en France, parce que c'est vraiment une question qu'on pose très régulièrement, parce qu'effectivement on a identifié, et vous aussi au Conseil j'imagine, qu'une des racines des violences sexuelles en France, pas la seule, pas l'unique, mais une des racines des violences sexuelles, c'est le manque d'éducation à la sexualité. Donc ça c'est juin 2016, et on arrive septembre 2018, et ça y est, on est en backlash, donc les fake news reviennent, résistance et protestation contre l'éducation à la sexualité à l'école, et en plus on ne parle pas du tout d'une nouvelle mesure ou de quoi que ce soit, on parle de Marlène Schiappa qui avait réaffirmé cet été, dans la loi il est prévu 3 séances de sensibilisation, on va faire en sorte que ça soit vraiment respecté partout et pas à la carte. Et rien que ça provoque des résistances politiques extrêmement fortes. Ça revient de manière assez régulière. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau là avec ce qu'on a pu observer cet été de désinformation complète. C'est à peu près les mêmes fake news, rumeurs, peu importe comment on les appelle, que ce qu'avaient affronté les ABCD de l'égalité en 2014, si je ne m'abuse, où il y avait eu une campagne de désinformation par texto, envoyée notamment aux parents et qui avait fait avalanche, je ne sais pas comment on dit. Et on disait, on va rendre les petits garçons homosexuels et on va apprendre aux petites filles à se masturber. Donc on voit que les ABCD, qui était un programme expérimental qui visait à déconstruire les stéréotypes, ouvrir sur toutes les possibilités d'emploi, d'orientation professionnelle, etc., les enfants, les critiques se concentraient vraiment sur des questions liées à la sexualité, donc le plaisir des femmes et l'homosexualité chez les hommes. Donc c'est vraiment ça, on voit qu'on touche quelque chose de central qui remet en question les rôles de sexe, la question du genre dans la société. Donc ça revient de manière régulière. Là, qu'est-ce que la secrétaire d'État a dit ? Elle a dit, le ministre de l'Éducation nationale et moi, on va envoyer une circulaire à tous les recteurs et les rectrices pour leur dire il faut appliquer la loi. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Je suis pas sûre qu'une circulaire fasse que du jour au lendemain, tous les blocages qu'il y avait, le manque de moyens, le manque de temps, le manque de formation des enseignants changent. Juste, on dit au recteur, voilà, il faut que vous fassiez quelque chose. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus pour qu'il y ait, comme tu disais, une véritable éducation à la sexualité en France. Mais toute prise de position politique sur le sujet, qu'elle soit de n'importe quel gouvernement, on le voit, puisque c'était un autre gouvernement qui avait tenté les ABCD de l'égalité, déclenche une levée de bouclier. Après, face à ça, comme tout choix politique, enfin, je veux dire, beaucoup de réformes actuellement menées par le gouvernement Macron sont impopulaires. Il faut faire des choix politiques. Est-ce que tu continues et tu dis, le modèle de société que je défends, c'est tous les enfants à partir de 3 ans ont une éducation à la sexualité, on va leur apprendre que personne n'a le droit de toucher à leur corps s'ils n'en ont pas envie, y compris les gens très très proches, pas seulement les inconnus, que la question du désir libre et éclairé pour les filles et les garçons dès le plus jeune âge, savoir choisir ses relations, savoir dire non, savoir exprimer un oui aussi, c'est très important. Donc voilà. Est-ce que si tu dis les violences faites aux femmes sont la grande cause nationale de cette année, moi je pense que tu peux y aller. On parlait tout à l'heure de l'action publique et du temps long. Je pense que quand tu as une priorité politique, ça peut aller très vite en fait. Si tu mets, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais mettons 50 millions d'euros sur la table et on dit voilà, on finance massivement le planning familial, toutes les associations qui peuvent intervenir dans les classes.
tu balises des heures comme on a pu le faire sur l'éducation civique et morale, sur les enjeux de laïcité, sur la sécurité routière. Enfin, à un moment donné, on a jugé que c'était à l'école que pour former des citoyens, on leur faisait acquérir une base en matière de sécurité routière parce qu'on voulait réduire le nombre de morts sur la route. Aujourd'hui, on veut réduire le nombre de femmes violées et le nombre de femmes qui se font assassiner par leur conjoint, leur ex ou un mec dans la rue. Eh ben, mettons des moyens pour éduquer les petites filles et les petits garçons. Et je suis sûre que la société y gagnera de manière très rapide. Je t'écoute et tu es tellement calme dans ton expression alors que tu es militante et tu as fait ton métier de t'occuper des questions de féminisme, de droits des femmes. Comment tu fais pour ne pas être incandescente de colère en sachant tout ce que tu sais, en travaillant au quotidien sur ces questions et en étant à la limite de ton pouvoir d'agir, puisque c'est ce que tu décris à l'instant. Au bout d'un moment, t'as fait le taf de faire des rapports, de faire des recherches, d'aller voir les acteurs, et au bout d'un moment, il faut que ce soit au-dessus des décideurs politiques qui mettent de l'argent sur la table, des moyens, de la volonté politique derrière. Comment tu fais ? Je suis très en colère. La verveine ? Ouais, beaucoup de verveine. Et puis le militantisme. Enfin, je pense que la colère, c'est un sentiment assez sain, que des fois, c'est normal. Enfin, quand on n'est plus en colère face à l'injustice, c'est un peu que la société est perdue. Mais donc, je pense qu'il faut savoir convertir cette colère pour agir. Mais ça n'empêche pas d'être très en colère à l'intérieur et qu'il faut la laisser sortir de temps en temps. C'est pour ça que les manifs, ça fait du bien de crier dans la rue face à je sais pas quel bâtiment où t'as des gens contre qui tu t'énerves quand tu veux protester. C'est assez sain en plus de s'énerver collectivement. Mais après, j'ai beaucoup débattu, comme je disais tout à l'heure, en soirée, en famille. Je me suis rendu compte que s'énerver et insulter les gens, ça les faisait pas évoluer, même si des fois, bon, tu dis, lui, je vais pas y arriver, en fait, donc ça me fait du bien. Là, je vais me le faire, je vais m'énerver. Et puis, en fait, il a appris pour les autres. Mais sinon, je pense que, oui, on est obligé de prendre un peu son mal en patience, de choisir ses mots, de parler calmement, et des fois, on arrive à convaincre des gens. Et c'est quand même ça le but. Après, sur la responsabilité politique, je parle pas du gouvernement actuel, ça concerne les dernières décennies, c'est beaucoup plus large que ça. Je pense que là, oui, effectivement, il y a un sentiment d'urgence bon voilà, là il va vraiment falloir faire un truc parce que c'est pas possible, notamment sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Moi, c'est quelque chose que des militantes féministes m'alertaient depuis de nombreuses années sur l'ampleur, sur le fait qu'on n'avait pas idée de ce que c'était. Et on parlait de l'affaire Weinstein et MeToo. Il y a eu un moment donné où j'ai eu un peu c'est trop en fait, parce que autour de moi il y en avait trop, que ça me devenait insupportable en fait de me dire toutes les femmes. En plus, quand t'es féministe, je pense que tu deviens aussi un réceptacle pour des femmes qui t'ont connu avant ou que tu connais de très loin, qui en fait te disent j'ai vu que tu publiais des trucs ou sur ces sujets-là, il m'est arrivé ça, je voudrais savoir quoi faire. Et des fois tu dis en fait une publication Facebook à des gens que tu ne connais pas très bien, ça peut déclencher ce type de prise de conscience, donc ça n'est pas du tout inutile. Mais bon, voilà, ça aussi tu dois l'encaisser, et il y a un moment donné où tu te dis là je suis en train de prendre conscience d'un truc qui me dépasse, et du coup tu te dis mais il faut faire quelque chose là très très vite, mettre des moyens, enfin c'est pas des mesurettes qu'il faut. Il faut une vraie politique de lutte contre les violences, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître ces 200 dernières années. Il faut vraiment mettre des moyens, mais pas multiplier par 2 le budget, multiplier par 100, 1000. On n'en viendra pas à bout sans ça, si on a vraiment l'intention de faire quelque chose. J'ai un peu d'espoir en me disant que je trouve que ça a bougé assez vite. Si tu reprends par exemple juste l'échelle la chronologie du harcèlement de rue, entre le moment où le problème est découvert, 2012, Sophia Peters, l'étudiante qui se filme en caméra cachée et qui on met les mots dans les mois qui suivent, street harassment en anglais, harcèlement de rue en français. Je sais pas si le terme était très bon, mais en tout cas il a pris et il est resté. Entre ce moment-là, 2012 et 2018, entrée dans la loi de l'outrage sexiste, en passant par de la communication, de la sensibilisation, du débat public, du débat politique, ça fait que 6 ans du coup d'écart, et c'est un temps que je trouve très rapide pour toute cette chronologie-là. Donc
moi je suis une éternelle optimiste, donc de toute façon, j'ai pas d'autre choix dans la vie. Mais je me dis, quand je vois à quelle vitesse les débats naissent et passent de des réseaux sociaux ou des dîners de famille à l'Assemblée nationale, j'ai bon espoir qu'on voit de notre vivant les choses évoluer en France. Moi, je peux que saluer le fait que la question du harcèlement de rue, même si cette expression me pose problème parce que harcèlement de rue, ça laisse entendre que c'est la rue le problème, c'est la rue qui harcèle. C'est une forme comme une autre de harcèlement sexuel et sexiste, c'est juste le lieu qui change avec certaines spécificités du fait de l'enfermement dans les transports en commun, par exemple. Je suis hyper contente que ce sujet-là soit mis dans le débat public d'un point de vue militant, parce que c'est quelque chose qui vient des associations féministes à la base, d'un point de vue institutionnel et politique, parce que le Haut Conseil à l'égalité avait fait un rapport justement en partant du terrain des associations pour proposer des mesures concrètes de campagne de prévention, formation des agents RATP, SNCF, pour que en fait on parle pas seulement d'incivilité et de laisser descendre les personnes avant de monter, ou de si vous vous êtes fait agresser, voler, etc., adressez-vous à un agent, mais aussi si vous vous êtes fait agresser sexuellement dans le métro, les agents et agentes RATP, SNCF sont aussi là pour ça. Donc ça, c'était comment transformer la parole des femmes en action publique. Après, tu me feras pas dire non plus que la loi ne sert à rien. Ça, c'est évidemment la loi. Elle est un outil pour les femmes, pour les associations, pour toutes les personnes engagées sur l'égalité. Elle a un marqueur symbolique aussi de qu'est-ce qui est toléré par la société ou pas. Donc, je pense que de manière générale, sur la question du harcèlement de rue, on a soulevé une forme de violence sexiste, une nouvelle forme qui n'était pas dans le débat public avant. Et c'est le symbole que la tolérance au sexisme s'abaisse. Donc, tu parlais des blagues sexistes. Je pense qu'on va avancer sur ces questions-là aussi d'ici peu, et que c'est un sujet où il faut abaisser le seuil de tolérance aux blagues sexistes, comme on a pu le faire avec les blagues racistes, par exemple. Mais par contre, je pense que c'est pas parce qu'il y a eu une loi qui a été votée que le problème est résolu. Oui, bien sûr, oui. Ça va pas résoudre les choses du jour au lendemain. Donc c'est loin d'être gagné. Mais par contre, pour toutes les raisons que je viens de dire, le fait que le sujet ait été mis dans le débat public, que ça ait créé plein de discussions, que ça ait permis, je me rappelle la question du harcèlement dit de rue, c'est d'abord des filles qui rentrent chez elles et qui se disent putain, je me suis encore tapé un relou, j'ai encore eu ça, etc. Et toutes les autres qui disaient ah bah oui, moi aussi ça m'arrive tout le temps. Et en fait, et les médias et les politiques qui prennent conscience de l'ampleur de ce phénomène. Donc c'est un point positif. Dans la liste de mes questions, il y en a une qui va très bien te correspondre pour faire ton bilan au Conseil à l'égalité, qui est le jour où tu as fait bouger les lignes. Alors tu m'as répondu en commençant par ce fameux spectacle censuré. Effectivement. Mais depuis, vu le choix de carrière que tu as fait, j'imagine qu'il y a plein d'occasions où tu as pu te dire là on a fait collectivement bouger les lignes. Quelles sont celles que tu retiens en particulier ? Il y a des lignes au niveau du Haut Conseil à l'égalité, par exemple. Si je devais prendre un exemple, je dirais le rapport qu'a fait le Haut Conseil pour une meilleure condamnation sociétale et judiciaire du viol, qui a été publié fin 2016, dans lequel il y avait un certain nombre de recommandations législatives ou pas, et notamment la question des délais de prescription, par exemple, ou la question d'un seuil d'âge pour les mineurs victimes de viol. Je pense que, quoi qu'on en dise aujourd'hui sur la manière dont ça s'est traduit dans la loi, je pense que ça a mis sur le devant de la scène l'urgence d'agir et les moyens qui existaient d'agir sur la question des violences sexuelles, et le fait qu'il y avait des outils. Donc pour moi, c'est un des rapports qui ont été les plus marquants et qui ont été remis beaucoup sur le devant de la scène avec les affaires très médiatisées de Pontoise notamment, où des petites filles avaient été jugées consentantes à la relation sexuelle. Donc avec un adulte. Avec un adulte, voilà, avec un gros écart d'âge et une jeune fille qui avait porté plainte pour viol, donc et qui a été jugée consentante par un juge. Donc quoi qu'on en dise sur le résultat législatif que ça a eu, je pense que ça a fait bouger les lignes, et ça a permis, si je parle de ce rapport, ça a permis de mettre cette question-là des violences sexuelles sur les enfants, qui pour moi était pas forcément dans mon radar, parce que pour moi il fallait pas mélanger les femmes et les enfants, et c'était assimiler les femmes à des êtres
mineures, enfin comme elles étaient dans le code civil de Napoléon, mais ça m'a permis de faire le lien sur la question, l'impact des violences machistes sur les femmes et sur les enfants, en particulier les petites filles, mais pas que. Donc ça a fait bouger mes lignes, et je pense que ça a fait bouger les lignes publiquement. Et d'un point de vue plus militante, associative, je pense que le mouvement féministe a gagné des victoires, que ce soit en France ou au niveau international. Un des premiers trucs sur lesquels je me suis engagée en tant que militante féministe, c'était les manifestations qu'il y a eu en fin 2012, début 2013 sur la question de l'avortement en Espagne. Donc cet exemple me paraît intéressant parce que l'Espagne, on le voit vraiment comme un voisin, un pays progressiste, qu'on connaît très bien par sa culture, etc. Et qui... donc c'était le gouvernement de 2013 de Mariano Rajoy qui voulait revenir sur la loi sur l'avortement en limitant l'accès à l'avortement à des cas. Donc l'idée c'était plus de dire l'avortement est légalisé a priori, mais uniquement en cas de risque vital pour la mère, de malformation du fœtus ou de viol. Donc c'était en 2013. C'était un recul énorme pour toutes les femmes. Et il y a eu une mobilisation massive en Europe notamment, en France en particulier. Et on a gagné. Et là c'est vraiment le mouvement féministe qui a gagné cette victoire. Donc ça montre que voilà, on peut gagner. On a des contre-exemples plus récents en Argentine, mais en tout cas, je pense que tu disais tout à l'heure, on est d'une génération où on pense que tout est acquis. Ça nous a fait un espèce d'électrochoc. Genre, non, même l'avortement n'est pas acquis, même dans des pays très proches du nôtre. Mais par contre, quand on se mobilise et qu'on se réveille un peu en se disant, bah non, c'est pas du tout acquis, on gagne des trucs. Enfin, limiter un recul, est-ce que c'est une victoire ? Je sais pas, puisqu'on fait que limiter une casse, mais en tout cas, le mouvement féministe, quand il se mobilise, gagne des choses. Ça montre qu'on a plus de pouvoir que ce qu'on s'accorde parfois. Clairement. C'est quoi ta plus grande fierté ? C'était pas dans mes questions, ça. Si, c'était clairement dans tes questions, t'as même répondu. Ah oui. Indice. Okay. Un indice se trouve sur la table devant vous. Oui, ma plus grande fierté. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu mettre comme plus grande fierté ? Et puis je me suis dit, bon, faut mettre un truc, c'est l'occasion. C'est tellement féminin. Comment est-ce que tu n'as pas dans ta tête l'armoire, tu sais, le meuble dans les séries, les high school movies, le meuble dans le lycée avec tous les trophées ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas en tête systématiquement la liste de nos plus grandes fiertés comme des trophées qu'on devrait chérir et sur lesquels s'appuyer à chaque fois qu'on doute ? Oui, c'est ça. Non, je l'ai pas du tout. Mais puisque tu me souffles la réponse dans l'oreillette, ma plus grande fierté, ma dernière fierté, je dirais pas que c'est ma plus grande fierté, mais en tout cas ma dernière fierté, c'est d'avoir écrit un livre. Donc pas tant pour dire il y a mon nom écrit sur une couverture, ça c'est pas le... Enfin, je dois reconnaître que ça fait quelque chose, surtout avec mon passé de petite fille qui voulait être écrivaine. Mais c'est plutôt de me dire, en fait, ça va servir. Enfin, vraiment, je le dis pas par fausse modestie ou je sais pas quoi. C'est vraiment ça, ma plus grande fierté, de me dire, il y a des filles de 13, 14, 30 ans qui vont le lire. Et là, j'ai déjà des premiers retours et qui me disent, ah, mais voilà, j'avais jamais lu des trucs là-dessus. C'est simple, je comprends, ça m'ouvre les yeux sur certains trucs, mais même s'il y a une femme qui me dit ça, mais c'est déjà ma plus grande fierté. Enfin, pour moi, c'est génial. Je me dis, mais j'espère qu'il y a beaucoup de femmes de 15, 16, 17 ans ou plus jeunes qui vont se dire, bah voilà, ça m'est utile et ça m'ouvre à un monde nouveau. Donc, l'objectif du bouquin, c'était vraiment de semer des petites graines, ça pourrait être, j'aime pas trop le mot manuel, mais c'est un peu ça, c'est donner des clés et te donner envie d'aller lire Simone de Beauvoir, enfin des écrivaines, des femmes qui ont marqué le mouvement féministe d'hier, d'aujourd'hui. Il y a un portrait de Marion Seclin, il y a Ada Lovelace, il y a Hubertine Auclair, Shonda Rhimes, Beyoncé. Donc c'est vraiment des références qui, chacune à leur manière, ont marqué et ont servi le mouvement féministe. Et d'évoquer leur nom beaucoup trop rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on aurait souhaité le faire, mais en tout cas donner envie à des femmes d'aller taper leur nom sur Google et d'en lire un peu plus. Beyoncé est-elle féministe ? Et autre question pour comprendre le féminisme, coécrit par Margot Collet, c'est toi, et Raphaël Rémy-Leleu, et magnifiquement illustré par Digli. Donc superbe dessin, et vous le reconnaîtrez en librairie car il n'est pas rose. Il a une magnifique couverture verte. Attention, question surprise. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ? C'était horrible. Quel est le pire conseil qu'on m'ait donné ? Je sais pas. Ça t'a pas marqué ? Non, c'est marrant, donc ça veut dire que... Parce que bon,
la question vient du fait que, en tant que femme, je pense qu'on m'a donné énormément de conseils parce que t'es jamais experte, t'es jamais légitime, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi. Donc sois gentil, dis merci, fais un bisou à ça ouvre toutes les portes en passant par tous les conseils que je peux avoir. J'aurais du mal effectivement moi aussi à trouver le pire. Si j'en ai un quand même. Ah vas-y. Je dirais que c'est te prends pas la tête. Genre vas-y mais laisse tomber, prends des vacances, te prends pas la tête franchement. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Rigole, un peu genre fais pas chier, tu vois. Et ça je pense que beaucoup de féministes ils sont confrontés. Sois pas relou, détends-toi. Moi je dirais détends-toi. Ce serait ça plutôt. Objectivement, c'est pas un mauvais conseil, mais c'est le contexte dans lequel on te le donne qui en fait un mauvais conseil, puisque oui. C'est une réponse à ton militantisme, à ton engagement, et c'est une façon de te décourager. Je pense que souvent, le conseil, ou je dirais l'injonction détends-toi, est un mauvais conseil. Que ce soit chez le gynéco qui te dit détendez-vous, qui te dit en fait le problème c'est toi, t'as envie de le dire. Je pense qu'il faut plutôt que les personnes qui te donnent ce mauvais conseil s'interrogent sur pourquoi t'es tendu là parce qu'il vient de te sortir une blague sexiste, ou qui te dit mais franchement arrête de te prendre la tête, fais autre chose, enfin voilà, respire un peu, va voir des films un peu plus gays que des trucs féministes, je sais pas quoi, ou arrête de lire ces trucs, lis un roman, lis Marc Lévy, détends-toi, tu vois. Je pense que détends-toi de manière générale est un mauvais conseil. Parce que plutôt que d'analyser pourquoi en ce moment même t'es tendu, pourquoi tu te sens mal à l'aise dans ce cabinet de gynécologie, ou pourquoi tu te sens mal à l'aise et énervé dans cette soirée avec ces gens-là, on te dit que que c'est de ta faute en fait. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Je dirais voilà, détends-toi. C'est pas se détendre le problème, c'est ne pas réussir à interroger pourquoi t'es tendu à ce moment-là. C'est ça. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je dirais, tu parlais des questions de légitimité, je dirais que c'est fais-toi confiance. Comme tu disais, les femmes, on n'est jamais suffisamment expert d'un truc. Je pense que quand tu proposes des podcasts à des femmes, il y en a plein qui disent mais qu'est-ce que je vais raconter? J'ai rien à raconter. Ou quand tu travailles sur des questions, on parlait des questions législatives, tant que t'es pas médecin, tu peux pas parler de violence gynécologique obstétricale. Quand t'es pas juriste ou avocate, tu peux pas avoir une expertise sur les violences sexistes et sexuelles. Quand t'es pas, je pourrais prendre tous les exemples. Tant que t'es pas l'expert de quelque chose, t'as pas le droit de prendre ta parole. T'as pas le droit de prendre la parole. Alors que je pense que les féministes, les femmes de manière générale, sur les sujets qui les concernent, ont une vraie expertise, une vraie légitimité, mais qu'on leur a toujours appuyé sur la tête ou qu'on leur a toujours fermé la porte pour leur dire t'es pas experte, donc voilà. Donc je pense que qu'elles-mêmes se le disent, du coup. Oui. Enfin, elles se sont appropriées ce côté. On leur a très bien fait intégrer l'idée qu'elles n'étaient pas expertes. Donc, je pense que les meilleurs conseils qu'on m'a donnés et que je donne aujourd'hui autour de moi, c'est vraiment, mais fais-toi confiance. T'es à 1000% légitime. Vas-y, fonce. Enfin, qui pourrait mieux en parler que toi? Enfin, vas-y, fonce. Enfin, t'as une vraie expertise. Je pense que quand on a un doute et qu'on se dit, il y a tel média qui me demande de parler de telle chose, ou, je sais pas, même des amis qui me disent, franchement, j'ai rien compris à ce truc. Est-ce que tu peux m'en parler? Et du coup, de se dire, en fait, qui pourrait mieux en parler que moi? Et du coup, si vraiment tu penses qu'il y a quelqu'un autour de toi, effectivement, moi je pense que j'ai une expertise sur les questions de violence sexiste et sexuelle, mais que j'ai pas celle d'associations spécialisées. Donc quand j'ai une question pointue, je vais dire je te conseille d'aller voir tel site, mais je pense que je peux parler de violence sexiste et sexuelle à beaucoup de gens qui en savent moins que moi et que j'ai une vraie légitimité sur cette question-là. Et donc ouais, fais-toi confiance. Des fois, tu vas te prendre quelques murs et des fois, tu vas te retrouver dans une situation un peu inconfortable ou à risque, mais fais-toi confiance, ça sera forcément que du bonus. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil et pour avoir partagé toute ton expérience. Merci à toi. Merci Margot. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.